Bonjour, nouvelle vidéo du livre intitulé Pouvoir illimité où on va parler des mensonges du succès. Et, il y a des croyances qui amènent le succès et Anthony Robbins dans ce chapitre euh, s'intéresse à ces croyances et les listes. Euh, donc les gens du succès, les gens au succès ont des principes et on retrouve ces principes dans leur façon de voir les choses. Donc je vais parler déjà d'une petite citation de John Milton qui dit que l'esprit est son propre lieu et en lui-même peut faire de l'enfer un ciel ou du ciel un enfer. Donc, je vous laisse méditer là-dessus. Euh, donc, euh, donc on avait vu et on va le voir dans les prochaines vidéos que pour aller vers le succès, il faut aller connaître ses objectifs et prendre des mesures. Il faut choisir le monde, la vie que l'on vit est choisie consciemment ou inconsciemment. Mais il y a un choix. Euh, donc, quand on revient aux objectifs, donc prendre des mesures, on peut l'appliquer aussi aux croyances. Il y a des croyances qui amènent aux objectifs qu'on s'est fixés et d'autres pas. Donc, en sachant que ces croyances peuvent être vraies ou fausses, le but, nous ne savons pas ce que le monde est vraiment, puisque ce n'est que, on n'a que la représentation de ce monde, mais pas la réalité. Faut pas oublier l'histoire du kart et du territoire. Donc il y a des croyances qui nous aident et qui enrichissent notre vie, et d'autres qui nous aident, qui enrichissent notre vie, qui nous améliorent. Alors je parle de mensonges parce qu'on ne sait pas vraiment ce que sont les choses. Si par exemple la figure est concave ou convexe, donc si on la voit concave, ben on est plus libre de la voir convexe et le contraire est valable. Euh, alors je parle de mensonges, c'est pas parce qu'il faut être malhonnête ou tromper. C'est un moyen de commode pour dire que même si on croit vraiment à une idée, on doit être ouvert à d'autres possibilités. Et toujours apprendre. Euh, donc, on a listé 7 croyances qui aboutissent un peu à l'excellence, qui aboutissent à un système de croyances d'excellence, du moins. Alors, il y a pour obtenir des meilleurs résultats. Euh, alors, première croyance, tout événement se produit pour une raison précise et doit nous servir. L'exemple de Michel, celui qui est un chercheur d'or, ben, il a décidé d'accepter ce qui lui arrivait et de l'utiliser à son profit. Donc il faut se concentrer sur ce qu'il est possible de faire dans une situation donnée, sur les résultats positifs auxquels il pourra aboutir. Donc il considère si négatif, bah, le négatif en fait, il s'arrange pour les considérer en termes de possible. Donc chaque revers contient l'amorce d'un avantage équivalent. Voilà, c'est un peu le principe. Ensuite, pour dire il existe un nombre infini de moyens de parvenir à une situation. Euh,
exemple, l'exemple du gars qui n'a pas eu le contrat qu'il voulait, qui traite tout le monde, les dirigeants d'incapables. Donc ça défoule, mais il faut pouvoir tirer des leçons de ce qui s'est produit, recoller les morceaux et envisager des possibilités nouvelles. C'est le seul moyen d'obtenir des résultats positifs. Donc ensuite, on parle de l'enseignant Hamilton, une femme qui a survécu à un terrible accident. Donc, donc elle est à l'âge de 29 ans, elle est tombée, elle faisait de la varap sur une paroi rocheuse et elle s'est retrouvée dans une petite voiture hémiplégique. Donc au lieu de cela, elle se concentra sur toutes les possibilités qui lui étaient offertes. Et donc elle a trouvé dès le début les fauteuils roulants très insatisfaisants, trop exigus. Et, et, et en fait, on est incapable de juger de la commodité d'un fauteuil roulant. Mais elle l'était, donc elle s'est servie de ça. Elle s'est servie du fait qu'elle soit dans un fauteuil roulant pour fabriquer des meilleurs fauteuils roulants. L'exemple de la motion design, c'est donc on en est toujours au même exemple. L'industrie des fauteuils roulants, elle a eu le meilleur prix PME en Californie en 84 et aujourd'hui c'est une entreprise fleurissante. Essayez de réfléchir de nouveau un instant à vos croyances. Vous attendez-vous généralement que les choses se passent bien ou mal? Vous attendez-vous que vos efforts portent leurs fruits ou qu'ils soient contrecarrés? Les possibilités qu'elle offre ou les obstacles qu'elle vous oppose? Beaucoup de gens ont tendance à polariser sur le négatif. Donc voilà, est-ce qu'on s'attend à ce que ça se passe bien ou pas? Est-ce qu'on s'attend à ce que les efforts portent leurs fruits ou bien qu'ils soient contrecarrés? Voilà, c'est les questions qu'on doit se poser. Euh, donc pour lui, les personnalités dominantes, ce sont celles qui voient les chances qui arrivent dans un désert et ils voient un jardin. Donc voilà, exemple d'Israël. Bon, si vous ne croyez pas fermement au succès, il y a en effet peu de chances d'y accéder. Il faut y croire. Croire ses pouvoirs, croire s'ouvrir les circuits, comme on dit. Alors la croyance numéro 2, l'échec n'existe pas, seuls existent les résultats. Donc la plupart des gens étaient programmés pour redouter cette chose qu'on appelle l'échec. Donc j'utilise le mot résultat, dit Robbins, au long de ce livre, parce que c'est ce que voient les gens qui réussissent, ils ne voient pas l'échec. S'ils tentent quelque chose et que cela n'aboutit pas, ils en tireront une expérience, et ils se servent de ce qu'elles ont appris et essaient autre chose. Ils agissent différemment et obtiennent des nouveaux résultats. Quel est l'avantage que vous possédez aujourd'hui par rapport à hier? De l'expérience. Les gens qui redoutent l'échec forment à l'avance la représentation interne de ce qui risque de ne pas marcher. C'est ce qui empêche d'entreprendre l'action même qui leur aurait permis de réaliser leurs désirs. Voilà. Donc comme disait Mark Twain, il n'y a pas plus désolant que celui d'un jeune pessimiste. Il avait entièrement raison, les gens qui croient à l'échec s'assurent presque toujours d'une existence médiocre. En revanche, ceux qui réalisent de grandes choses ne perçoivent pas l'échec. Bon, voilà. Et il cite l'exemple de Abraham Lincoln qui a connu 23 défaites aux élections et on peut citer qui a été finalement élu président des États-Unis à l'âge de 60 ans. Et on peut citer l'exemple de Edison, lui qui après avoir essayé 9999 fois de perfectionner l'ampoule électrique sans y parvenir, quelqu'un lui demandera: envisagez-vous un 10 millième échec? Répondit: je n'ai jamais échoué, j'ai seulement découvert une nouvelle façon de ne pas inventer l'ampoule électrique. Donc, voilà, nos doutes sont les traites et nous privent de ce que nous pourrions souvent gagner de bon parce que nous avons peur d'essayer, disait Shakespeare. Voilà. Donc si l'on tente une action et on n'obtient pas le résultat escompté, ce n'est qu'une réaction comme une autre. Voilà, c'est ce que je pense comme ça. Euh, on a avancé qu'en commettant des erreurs, disait Buckminster Fuller.
Les 5 soi-disant plus grands échecs de votre vie, qu'est-ce qu'ils vous ont appris? N'ont-ils pas été les 5 plus grandes leçons de votre vie? Ouais. Un navire continue toujours de virer après le barreur a ramené le gouvernail à sa position centrale, contrebalancer la rotation du navire par une manœuvre adverse afin que le navire conserve son cap. Et cela indéfiniment par une suite d'actions, de réactions, de réglages et de corrections. Représentez-vous mentalement l'image du barreur sur une mer tranquille. Nous avons tendance à charger chaque erreur, chaque faute d'un poids affectif et à en faire un échec, avec les conséquences néfastes que cela a sur nous. Beaucoup de gens, par exemple, s'en veulent d'être trop gros. Fait mieux d'admettre qu'ils ont réussi à atteindre un objectif qui s'appelle obésité, qu'ils vont maintenant atteindre un nouvel objectif qui s'appelle minceur. Prenez les mêmes mesures et vous obtiendrez les mêmes résultats. Tant que vous considérez votre excès de poids comme un échec, vous serez immobilisé. Par contre, à la seconde où vous en aurez fait un résultat atteint pour vous, donc un résultat que vous pouvez modifier, vous êtes assuré du succès. Nous affectons notre physiologie, notre capacité de réflexion et notre état. L'une des plus grandes limites contre les êtres humains, c'est la peur de l'échec. Le docteur Robert Schuller, qui utilise son enseignement la notion de pensée du possible. Que tenteriez-vous si vous étiez sûr de ne pas échouer, dit-il. Réfléchissez quelle serait votre réponse. Peut-être lanceriez-vous des nouvelles entreprises. Ne vous sentiriez-vous pas si mieux si vous essayez. Alors, si vous n'obtenez pas celui que vous escomptez, il suffit de vous y prendre autrement et vous obtiendrez d'autres. Rayez le mot échec de votre vocabulaire, entourez le mot résultat. Donc les résultats. Troisième croyance, quoi qu'il arrive, assumez-en la responsabilité. Donc ils agissent en partant, donc les bâtisseurs agissent en partant que ce sont eux qui créent le monde. Je m'en charge, je prends ça en main, je m'occupe de tout. Dans leur bouche, on entend toujours les mêmes expressions, que ce soit bien ou mal, c'est leur œuvre, responsabilité morale, intellectuelle. Que nos pensées influencent la réalité, c'est un mensonge utile. C'est une croyance féconde, mais c'est un mensonge utile. Sinon, vous êtes à la merci. Si vous ne pensez pas que c'est vous qui créez le monde, ben, vous êtes à la merci des événements. Les choses vous arrivent, vous êtes un objet et non un sujet. Et je donnerai ma démission tout de suite et partirai à la recherche d'une autre civilisation. Ça, j'aime bien. Prendre ses responsabilités est à mon avis l'une des meilleures mesures du pouvoir et de la maturité d'un individu. Si vous ne... C'est aussi un exemple de croyance qui soutient d'autres croyances, des capacités synergiques, système de croyances cohérents. Si vous ne croyez pas à l'échec, si vous êtes persuadé que vous parviendrez à vos fins, vous n'avez rien à perdre, tout à gagner à prendre vos responsabilités. Si vous avez la situation en main, vous êtes sûr de réussir. Et donc, John Kennedy avait ce système de croyance quand il parle de l'incident de la baie des cochons. Il dit que l'incident est une atrocité qui n'aurait jamais dû arriver, qu'il en avait assumé l'entière responsabilité. Il s'était transformé d'homme politique prometteur en véritable dirigeant. Kennedy avait fait ce que tout dirigeant doit faire, faute de quoi il n'y a aucun pouvoir. Ce principe de la responsabilité reste vrai au niveau personnel. Nous avons tous pour la plupart déjà essayé de communiquer un sentiment positif à quelqu'un. Tenter de lui dire que nous l'aimions, que nous comprenions le problème auquel il était confronté, au lieu d'un message positif, ces personnes y avaient un message négatif. Elle s'est fâchée, s'est montrée hostile. Notre tendance est alors soit de nous fâcher à notre tour et de lui en vouloir de la tenir pour responsable de ce qui s'est passé. Or, c'est la solution de facilité. Ce n'est toujours pas la plus sage car c'est peut-être votre intervention qui a tout déclenché. Peut-être auriez-vous été entendu si vous aviez gardé à l'esprit jusqu'au bout le but que vous recherchiez. Il tient qu'à vous de modifier votre comportement, le ton de votre voix, l'expression de votre visage, le sens que vous communiquez et continuer dans la réaction que vous obtenez en modifiant son action, on modifie sa façon de communiquer. En demeurant responsable, on conserve le pouvoir de modifier les résultats qu'on produit. Et ouais. Donc là, c'était la première partie. Deuxième partie, elle arrive après.